Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les bananes. Cette histoire est écrite par Anne-Claire Levesque et Nicolas Gouny. Nous allons commencer cette histoire, mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires. C'est parti! Ah, la banane! Un fruit en forme de sourire d'un jaune couleur soleil. Il poussait déjà en Asie il y a 7000 ans. Mais à l'état sauvage, la banane a peu d'amateurs à cause de ses très nombreux et minuscules pépins. Sa saveur sucrée et sa chair fondante sont pourtant de beaux atouts. Alors, il y a 2 siècles, les botanistes ont fait un croisement entre 2 espèces de bananes sauvages pour l'améliorer. Adieu pépins! Et désormais, la banane sera cultivée. Aujourd'hui, son succès est planétaire. C'est le fruit le plus consommé dans le monde. Pourtant, la banane ne peut pas pousser partout. Elle exige des températures élevées, beaucoup de soleil, des pluies abondantes et régulières. C'est le cas en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Ce fruit exotique a longtemps rimé avec fruit chic. En Europe et en France, les premières bananes apparaissent sur les tables vers 1920. C'est un produit de luxe. Peu à peu, elles deviennent à la mode. Surtout lorsque Joséphine Baker, une célèbre danseuse, décide d'apparaître en spectacle vêtue d'une jupe composée de bananes. Waouh! En France, ce sont dans les îles de la Guadeloupe et de la Martinique que l'on peut découvrir des bananeraies. Le bananier est beau à regarder avec ses immenses feuilles frangées. Et non, ce n'est pas un arbre, mais une herbe géante. Sa tige-tronc va se former grâce aux feuilles de la plante qui s'enroulent en cornets et se superposent. Le bananier grimpe et grimpe jusqu'à 10 mètres de haut en 7 mois seulement. Et oui, c'est bien connu, il n'y a pas de saison pour avoir la banane. Elle se récolte toute l'année car c'est un fruit stérile qui se produit sans fécondation de ses fleurs. Tiens, voilà une drôle de tige qui sort du centre du bananier pour se recourber vers le sol. À son extrémité, ce gros et lourd bourgeon de couleur pourpre surnommé popote va s'ouvrir et sous chaque pétale qui se soulève, 2 rangées de fleurs femelles apparaissent. Ce sont les futures bananes. Vous voyez le dessin ? Voilà. Chaque bananier ne produit qu'un seul bourgeon, mais toutes les fleurs femelles qu'il contient peuvent donner jusqu'à 150 bananes. C'est énorme. Lorsque celles-ci grossissent sagement, rattachées les unes aux autres, comme autant de petits doigts, on parle d'ailleurs de mains de banane. L'ensemble de ces mains porte le nom de régime. Dès l'apparition de ces bébés bananes, les cultivateurs sont aux petits soins. Il faut couper les feuilles en contact avec ces fruits à la peau très fragile, ôter les restes de fleurs à l'extrémité de chaque banane et supprimer certaines mains pour garantir le bon développement de toutes. Enfin, les cultivateurs emballent chaque régime dans de grands sacs plastiques bleus. Bizarre? Et non, pas du tout. Bien protégées, les bananes continuent tranquillement leur croissance sur la plante, sans risquer de coups de soleil et à l'abri des oiseaux ou des insectes gourmands. Ah, malin!
Lorsque les bananes ont atteint un diamètre d'environ 35 mm, les régimes encore verts sont coupés à la machette et suspendus à la station d'emballage. Les mains sont détachées pour un premier rinçage avant d'être séparées en petits bouquets de 3 à 8 fruits. Lavées à l'eau savonneuse, les bananes subissent ensuite un traitement contre les champignons qui pourraient encore se développer pendant leur voyage en bateau frigo. Adieu soleil. Lorsqu'après 8 à 15 jours de mer, les bananes débarquent, elles sont toutes fraîches et vertes. Ça alors! Pour devenir parfaitement jaune et mûre, la banane a besoin d'au moins 18 degrés. Mais pas question d'arriver déjà toute tigrée sur les marchés. Ce ferait mauvais effet. C'est donc dans un mûrissoir que les bouquets de bananes sont d'abord placés, le temps d'ajuster leur couleur idéale pour être vendus. Chaque gourmand finira le travail à son goût chez lui. Avec 1500 variétés, la banane, pour mieux plaire aux gourmands, joue tantôt le rôle de fruit, tantôt celui de légume. Elle s'amuse et change d'apparence ou de couleur. Les bananes à dessert ont une chair douce et sucrée, comme vous voyez sur le dessin. Afrique, Antilles, Amérique centrale. Nous avons la Cavendish, la Poyo, la banane rose. En Inde, nous avons le Mysore. Dans les Antilles, la figue banane. En Indonésie, la Fraisinat, si je lis bien. Et la pisang lilin. Les bananes dites à cuire sont peu ou non sucrées avec une chair plus ferme. Elles se cuisinent bouillies, grillées ou en friture comme un légume. Elles sont souvent au menu en Afrique, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Comme par exemple la banane plantain. Être une star internationale a aussi ses inconvénients, surtout pour la planète. Car malgré des noms différents, la majorité des bananes sont issues de la même variété, la Cavendish. Elle pousse vite et elle est très jolie et a très bon goût. Résultat, la majorité des producteurs la cultivent intensément depuis plus de 50 ans. Et cette variété s'est tellement affaiblie qu'elle ne sait plus lutter contre les maladies. Pire, ces parasites résistent même aux traitements chimiques qui devraient les détruire. Pendant 20 ans, les producteurs du monde entier n'ont pas hésité. Ils ont répandu par avion un insecticide puissant au-dessus des bananeraies. Pas de chance pour la nature. Ce poison s'est faufilé partout, dans le sol des autres cultures, l'eau des rivières ou de la mer, et va mettre plusieurs siècles à disparaître. Au secours! Aujourd'hui, il n'est plus utilisé et est bien sûr interdit. Mais on découvre petit à petit les ravages de ce produit toxique. En Guadeloupe ou à la Martinique, une partie de la surface agricole a été contaminée et certaines zones de pêche ont été fermées. Depuis cette catastrophe, les producteurs nettoient chaque jour les bananiers en ôtant au fur et à mesure les feuilles touchées par la maladie pour éviter qu'elles ne contaminent les autres plants. C'est davantage de travail mais moins de traitement. D'autres ont replanté des bananeraies pour les exploiter en bio. Enfin, pour remplacer la Cavendish fatiguée, les chercheurs essaient de créer une nouvelle variété de bananes qui serait plus résistante aux maladies, mais tout aussi délicieuse. Mais il faudra sans doute encore plusieurs années avant de la goûter. Ouf! De petits progrès sont déjà faits. Tant mieux, car ce fruit mérite qu'on s'en régale. Il fond dans la bouche, donne plein d'énergie et met de bonne humeur. Chouette, car quand on a la banane, la vie a meilleur goût, non? Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à lire la dernière image.
Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Un grand carré de boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille. Il était conduit par un petit animal très laid sur 2 pieds qui n'avait ni groin ni queue tire-bouchonnée. Rosie passa des heures à observer les déplacements du petit animal à vélo. Rien de plus facile, se dit Rosie. Je pourrais faire du vélo moi aussi. Une nuit, la petite truie se glissa sans bruit hors de la porcherie. La cour était déserte. Tous étaient endormis, sauf Rosie et la lune. « Tu peux regarder si tu veux, Lune, » dit Rosie. Le vélo, appuyé contre un mur, semblait attendre Rosie. La petite truie l'enfourcha, tenta de pédaler, mais paf! Le vélo se renversa sur le côté. Elle recommença plusieurs fois avec le même résultat. C'est plus compliqué que je ne l'aurais cru, soupira Rosie, un peu déçue. Il y a sûrement quelque chose que je fais de travers. Mais quoi ? Se demanda-t-elle. Le lendemain, elle observa de nouveau le petit animal à vélo. Pour démarrer, il se donnait un bon élan avec son pied. « C'est donc ça, le truc !» conclut Rosie. « Je vais y arriver, et quand je saurai pédaler, j'irai au bout du monde au moins, et peut-être même encore plus loin. » La nuit suivante, Rosie traîna le vélo en haut d'une butte, se disant qu'il serait ainsi plus facile d'accélérer. Elle avait vu juste. Le vélo démarra en trombe, roula sur quelques mètres, puis se mit à zigzaguer. Et boum! Il finit sa course contre le mur du poulailler. Les poules, réveillées par le vacarme, étaient mortes de rire. Quelle humiliation! Un peu ébranlée par son accident, Rosie conclut qu'il serait plus prudent de porter un casque de protection. À son arrivée le lendemain, toute la basse-cour était déjà installée, attendant le spectacle. La lune était là aussi, et Rosie eut l'impression qu'elle veillait sur elle comme une amie. « Je sais comment faire !» annonça Rosie en grimpant sur le vélo. « Il faut d'abord se donner un bon élan. Mais l'important, ensuite, c'est de se maintenir en équilibre. » Rosie s'engagea sur le sentier légèrement incliné qui menait à l'étang,
tandis que les volailles la suivaient en glapissant. Elle dévala la pente sans perdre l'équilibre, mais ne réussit pas à prendre le tournant juste avant l'étang. Et plouf! Rosie se retrouva à l'eau avec son vélo. Qu'est-ce que c'est? Un homme à la mer? Gronda le chien en bondissant hors de sa niche. Elle veut faire du vélo, répondit la poule la plus bavarde. Elle n'y arrivera jamais, glouglouta le dindon. Le chien regarda Rosie avec sympathie. Reviens demain, dit-il. Je vais t'aider. Décidément, le vélo est un sport plein de rebondissements, songea Rosie. Mais c'est si amusant. Le lendemain, elle compléta son équipement de protection en y ajoutant pour plus de prudence une bouée en caoutchouc et un tuba. À son arrivée, le chien l'attendait, fidèle à sa promesse. « Je vais te tirer !» proposa-t-il. Il s'attela au vélo et tira. Le vélo bondit et fila à toute vitesse. Mais soudain, un lièvre traversa la cour, fonçant droit vers le potager. Le chien ne put résister à la tentation de s'élancer à sa poursuite. On entendit un cri. « Comment fait-on pour freiner ?» Et Rosie se retrouva sur le dos, entre les plants de tomates et les poireaux. Rosie ajouta donc un nouvel élément à son équipement. Un coussin, en prévision des chutes dans le jardin. Ainsi vêtue, elle se sentait invincible. « Cette fois, j'ai tout compris », se dit Rosie. « Il ne suffit pas de se donner un bon élan et de se maintenir en équilibre. Il faut aussi réussir à tourner et savoir freiner. » Cette nuit-là, la chèvre avait été appelée en renfort. « Je vais te pousser », proposa-t-elle. Elle planta ses cornes dans le porte-bagages et fonça droit devant, tandis que Rosie pédalait furieusement. Au bout de quelques minutes, la petite truie se retourna et constata avec étonnement que la chèvre n'était plus là. « Ça y est !» s'écria Rosie. « Je suis capable de faire du vélo toute seule !» La lune n'avait jamais été aussi brillante que cette nuit-là. « Tu vois, Lune, j'ai réussi !» sourit Rosie. Folle de joie, la petite truie continua à pédaler de toutes ses forces. Elle freina devant la barrière d'entrée de la ferme, l'ouvrit, tourna à droite, prit la route, grimpa la colline, puis disparut dans un rayon de lune. Qu'est-elle devenue? Nul ne le sait. Certains racontent qu'elle a pédalé, sans s'arrêter jusqu'au bout du monde.
On dit qu'elle travaille aujourd'hui dans un cirque où son numéro de petite truie à vélo est très acclamé. D'autres affirment que le bout du monde n'était pas encore assez loin pour Rosie et que si l'on regardait bien là-haut, lorsque le ciel est sans nuages, on aperçoit parfois une petite truie sur un vélo rouge qui pédale sur la lune. Alors les enfants, n'oubliez pas de regarder la lune. Peut-être, si vous êtes assez attentifs, vous pourrez voir Rosie faire du vélo et vous pourrez lui faire un petit coucou. La forêt enchantée était plongée dans une atmosphère de mystère et d'excitation. Mais cette année, une annonce troublante avait secoué les animaux. Les bonbons d'Halloween avaient disparu, volés par un méchant sorcier des ombres. Azur, le cheval bleu au cœur courageux, se tenait au milieu de la clairière où l'annonce avait été faite. Ses yeux azur étincelaient d'une détermination inébranlable. Il se demandait comment Halloween pouvait être Halloween sans les bonbons qui apportaient des sourires au visage des enfants et des animaux de la forêt. Sans plus attendre, Azur s'avança vers l'assemblée d'animaux inquiets. Il promit de sauver Halloween en récupérant les bonbons volés. Les murmures de soutien s'élevèrent dans l'air frais de l'automne. Azur était prêt à affronter l'inconnu, mais il savait qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul. Il savait que ses amis de la forêt, Frisquet, Noisette et Roublard, étaient à ses côtés. Ensemble, ils allaient démarrer leur quête pour rétablir l'esprit d'Halloween et découvrir le sorcier des ombres, responsable de cette disparition mystérieuse. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent après l'annonce troublante. Ils savaient que pour sauver Halloween, ils devaient unir leurs forces. Leurs yeux brillaient d'une détermination commune. Les amis discutèrent de la meilleure façon de commencer leur quête. Frisquet, l'écureuil curieux, proposa de rassembler des informations en parlant aux autres animaux de la forêt. Azur accepta l'idée et se mit en quête de questionner les oiseaux, tandis que Noisette, l'écureuil des brouillards, se lança dans la recherche d'indices autour de leur clairière. Pendant ce temps, Roublard, le renard rusé, décida de surveiller la lisière de la forêt à la recherche de mouvements suspects. Les amis savaient que le sorcier des ombres était rusé et qu'il serait difficile à trouver. Alors que le soleil se couchait, Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se réunirent à nouveau pour partager ce qu'ils avaient découvert. Ils avaient des indices prometteurs, mais ils n'avaient pas encore de piste claire pour trouver le sorcier des ombres. La quête ne faisait que commencer, et l'inconnu les attendait, prêt à les défier. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard s'étaient mis à la recherche d'indices dans toute la forêt enchantée. Leur effort se révélait fructueux. Azur avait appris des oiseaux que des étranges lumières avaient été aperçues près de la forêt la nuit de la disparition des bonbons. Noisette avait trouvé des empreintes mystérieuses autour de leur clairière. Et Roublard avait repéré des ombres suspectes à la lisière de la forêt. Ces découvertes prometteuses leur laissaient entrevoir que le sorcier des ombres était peut-être encore près de la forêt. Azur
déterminé à résoudre ce mystère, décida que le prochain arrêt de leur quête serait la zone où les lumières avaient été aperçues. Alors que la nuit tombait sur la forêt, les amis savaient qu'ils allaient devoir faire preuve de prudence et d'ingéniosité pour suivre la piste du sorcier des ombres. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard se dirigèrent vers la zone où les étranges lumières avaient été aperçues. La forêt était silencieuse, sauf pour le bruit de leurs sabots et pattes fouillant le sol. Bientôt, ils découvrirent un sentier étroit qui semblait les mener plus profondément dans la forêt, là où les lumières avaient été vues. Le sentier se révéla semé de défis magiques. Des arbres semblaient bouger d'eux-mêmes, des ronces s'enroulaient pour bloquer leur chemin, et des illusions les trompaient à chaque tournant. Mais Azur et ses amis ne fléchirent pas. Ils se soutinrent mutuellement, utilisant leur intelligence et leur détermination pour surmonter chaque obstacle. À la fin du sentier, ils arrivèrent devant un château sombre perdu au cœur de la forêt. C'était la résidence du sorcier des ombres. Ils savaient qu'une confrontation inévitable les attendait, mais leur courage grandit à mesure qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le château. Le château du sorcier des ombres s'étendait, sombre et menaçant, devant Azur, Frisquet, Noisette et Roublard. Avec précaution, ils pénétrèrent à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lueur des chandelles vacillantes illuminait les murs couverts de mystérieux parchemins et de toiles d'araignées. Soudain, le sorcier apparut, un être sinistre vêtu d'une longue cape noire. Il lança des sorts puissants, créant des illusions et des ombres inquiétantes qui tournoyaient autour des intrépides amis. Mais ils ne reculèrent pas, sachant que la force de leur amitié était leur meilleur atout. Une bataille magique éclata. Les éclairs et les tourbillons de magie remplissaient la salle. Le sorcier des ombres essayait de les intimider, mais Azur et ses amis restèrent unis. Ils utilisèrent la magie de l'amitié, une force plus puissante que la magie noire du sorcier, pour le vaincre. Le sorcier des ombres fut finalement vaincu, mais le mystère des bonbons volés demeurait. Ils avaient besoin de découvrir pourquoi le sorcier avait agi ainsi et où il avait caché les bonbons d'Halloween. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard fouillèrent le château du sorcier des ombres à la recherche d'indices. Ils découvrirent une pièce secrète contenant des parchemins mystérieux dont l'un révélait l'endroit où le sorcier avait caché les bonbons d'Halloween. Ils se mirent immédiatement en route, résolus à ramener les douceurs dans la forêt enchantée. Après une aventure périlleuse à travers la forêt sombre, ils trouvèrent enfin la cachette du sorcier. Un endroit mystique dissimulé derrière une cascade enchantée. Les bonbons étaient là, étincelants et appétissants. Les amis les ramenèrent triomphalement à la clairière. La fête d'Halloween commença et les rires et les sourires illuminèrent la nuit. Les animaux de la forêt, petits et grands, se réjouirent en dégustant les bonbons. La joie et l'esprit d'Halloween étaient de retour. Azur, Frisquet, Noisette et Roublard
réalisèrent que leur amitié et leur courage avaient triomphé du mal. L'intrigue était à présent résolue et ils avaient restauré la magie d'Halloween. Ils savaient que, quelles que soient les aventures futures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, unis et prêts à défier tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Ernest le rat est un poète. Il est très célèbre comme poète. Les gens adorent les poésies qu'Ernest écrit sur les papillons, les oiseaux, le ciel bleu et la liberté. Mais surtout sur les papillons. Il en a rempli 8 livres. Les papillons 2, les papillons 3, les papillons s'envolent. Quand reviendront les papillons? Le retour des papillons, le retour des papillons 2, le retour des papillons 3. Chaque livre a été un succès. Ils sont épinglés dans la salle à manger d'Ernest. Un peu comme une collection de papillons, en fait. Ernest le rat a une pièce spéciale pour écrire ses poésies. Sa table est un gruyère verni. Chaque matin, il met la salopette de poésie que sa femme Noémie lui a cousue, avec des poches pour les crayons, les gommes, les stylos et un coussin rembourré pour les fesses. C'est pratique, car dans le travail poétique, on reste parfois assis des heures à chercher un mot, une rime. À force, ça peut irriter les fessiers. Quand Ernest écrit, ses enfants, Rato, Rata et Rati, ont ordre de ne pas faire de bruit. Ils descendent l'escalier en chaussettes et ferment bien le museau en rangeant les copeaux de bois du petit déjeuner. Ce matin-là, Ernest cherche une belle poésie à écrire, mais pas sur les papillons. Sur les papillons, j'ai tout dit, pense Ernest. Les gens risquent de se lasser. Et moi aussi. Sur quoi d'autre pourrais-je écrire? La pollution? Les vaches? Le saucisson? Les confettis? Ernest a plein d'idées. 1000 idées. Mais 1000, c'est trop. Ce qu'il faut, c'est une bonne idée. La bonne idée. Soudain, le téléphone sonne. C'est Ratiche, journaliste à Rat Radio. Allô Ernest, célèbre poète. Que pensez-vous des moustaches frisées? Répondez vite, nous sommes en direct. Ernest n'a jamais entendu parler des moustaches frisées. Il essaie d'imaginer à quoi ça peut ressembler. Comment dirais-je? Bredouille Ernest. Merci, on adore ce que vous faites, mais l'émission est terminée. Lance Ratiche avant de raccrocher. Moustache frisée. Quelle drôle d'idée, songe Ernest. Et si c'était la bonne idée pour ma nouvelle poésie? Il prend une plume, une feuille neuve, écrit en titre « Moustache frisée ».
C'est alors que Noémie surgit. Ernest, il y a des personnes qui veulent te filmer. Le rat regarde son agenda. Crotte de bique, j'ai rendez-vous avec Rat TV. Gaspard, l'animateur vedette, arrive avec une formidable cravate verte. Je suis venu en personne car la poésie me passionne, confie-t-il à Ernest, tandis que les assistants installent projecteurs et caméras. Tout est branché. Gaspard a fini de se coiffer. Moteur! On commence à filmer. Ernest, célèbre poète, vous écrivez quoi en ce moment? Demande Gaspard devant les caméras. Eh bien, comment dire, je cherche une idée, répond Ernest un peu gêné. Ha ha ha, ne faites pas le modeste, glousse l'animateur vedette. Sur votre table, j'ai vu une feuille où est écrit moustache frisée. Est-ce le titre de votre prochain livre? Non, oui, peut-être. Je ne sais pas. Formidable, déclare Gaspard. L'animateur vedette se rapproche du rat poète. Vous avez l'air en pleine forme. Quel est votre secret? Qui prépare vos repas? Votre femme? Dites-nous tout. Nos téléspectateurs adorent connaître la vie privée des stars. Ernest a chaud sous les projecteurs. Je ne suis pas une star, je suis poète. Mais si, vous êtes une star, Ernest, puisque vous passez sur Rat TV, affirme Gaspard. Gaspard et son équipe filment Ernest dans sa cuisine, dans son bain, dans sa cave, dans son grenier. Puis il s'en va. Ernest se remet au travail, mais ses idées sont chamboulées. Sous le titre « Moustache frisée », il écrit « Moustache entortillée, tarabiscotée, boursouflée, grillée, pourrie, crotte de bique. » Ça ne va pas. Ernest sort faire un tour pour se calmer. Ernest se promène du côté de la décharge d'ordures. C'est là qu'il travaillait avant. Momo, son vieux copain, est en train de trier des clous. Salut Ernest, s'écrie Momo. Dis donc, ça marche tes poésies? Regarde ce que j'ai trouvé dans les déchets. Un journal avec ta photo. Tu gagnes plein de fric, si ça se trouve. Puis c'est moins salissant qu'ici. Moi aussi j'invente des poésies. Tiens, par exemple. La vie c'est chouette, poète, poète. Gouli, gouli, c'est chouette la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal, hein? En reprenant le chemin de sa maison, Ernest se répète la poésie de Momo. Sacré Momo, il est gentil, mais vraiment, sa poésie ne vaut pas un clou. Sur le perron de chez lui, Ernest trouve Noémie en furie. Qu'est-ce que c'est que ça? Crie-t-elle, en agitant une lettre avec des cœurs partout. Qui est cette Priscilla-là? Répète et répète Noémie. Ernest jure qu'il n'a jamais vu une seule Priscilla de sa vie. Et mon fessier, c'est du poulet?
hurle Noémie incrédule. Ernest s'enferme dans sa pièce de poésie. Il est énervé comme jamais. Il ronge même un petit bout de sa table en gruyère vernie. Quand brusquement, inspiration. Ernest saisit sa plume et écrit une poésie, 2 poésies, 1000 poésies, toute la nuit pour dire à Noémie combien il l'aime, combien il n'aime qu'elle, combien il serait malheureux sans elle, combien il est heureux avec elle. Tout ça très poétiquement. Ceux qui ont lu les célèbres poèmes d'Ernest à Noémie trouvent qu'Ernest est encore plus fort en amour qu'en papillon. Surtout Noémie. Oscar l'escargot est d'humeur maussade. Depuis quelque temps, tout lui paraît triste. Ce matin, il a décidé de faire ses valises et le voilà parti pour une grande promenade. Posé sur une fleur, une coccinelle intriguée lui demande: « Où vas-tu si vite, Oscar ? Où vas-tu si vite, Oscar ? » « Je quitte cet endroit. Il est bien trop triste. » »« Triste ? Mais ce jardin est génial. Les fleurs sont magnifiques, les fruits savoureux. Et les salades ? Tu as pensé aux salades ? » Mais Oscar ne l'entend plus. Il est déjà loin. Perchée tout en haut d'un arbre, une chouette, étonnée de voir un si petit escargot dans une si grande forêt, l'interpelle. « Que fais-tu par ici ? » ?»« Je cherche un pays coloré pour y installer ma maison. »« Oh, ne cherche plus, tu l'as trouvé, » répond la chouette. « Je ne crois pas, ce n'est pas très chaleureux chez toi. »« Mais enfin, ouvre les cieux, » ulule la chouette. « Ici, l'automne a teinté les feuilles de 1000 nuances. L'odeur des sous-bois est enivrante. Nulle part tu ne trouveras une terre aussi confortable à fouler. » Mais Oscar ne l'entend plus, il est déjà loin. Arrivé au pied d'une colline, le voilà nez à nez avec un énorme lièvre. « Eh bien, l'ami, on se promène ? Et où va-t-on comme ça avec sa petite maison sur le dos ? » Je cherche un pays coloré pour y installer ma maison. Et alors ? Cette herbe n'est pas assez belle pour toi ? Oh non, je la trouve bien trop sombre, répond Oscar. Trop sombre ? Tu entends, mille pattes ? Notre herbe, si verte, si fraîche, si tendre, si croquante. Mais quel ingrat ! Tu es un peu bizarre, et vu la vitesse à laquelle tu avances, tu n'es pas prêt de changer de décor. Mon territoire est vaste et montagneux pour un escargot. Allez, monte sur mon dos. Je te dépose en ville. Peut-être trouveras-tu ton bonheur là-bas. Au cœur de la ville, au-dessus des toits,
se prélassent quelques chats. Qu'est-ce qui t'amène dans notre quartier ? Demande l'un d'eux. Je cherche un pays coloré pour y installer ma maison. Eh bien, mon cher escargot, il n'y a pas de meilleur point de vue que le mien pour contempler les belles couleurs de la ville. Mais moi, sur ces toits, je ne vois que des maisons bleues, des fenêtres noires et le ciel gris. Mon pauvre ami, c'est bien dommage que tu ne puisses apprécier les reflets de la lumière du soir sur nos toits multicolores. Mais Oscar ne l'entend plus. Il est déjà loin. Personne ne me comprend. Je me sens seul et il n'y a que grisaille autour de moi. Passant au-dessus d'une rivière, il se jette à l'eau et se retrouve sur une branche, ballotté par les flots. Au milieu des tourbillons, 2 poissons ricanent en le voyant. Quel étrange équipage! Que fait un escargot si loin du rivage? Je cherche un pays coloré pour y installer ma maison, répond Oscar. Plonge plutôt avec nous au fond de l'eau. Tu découvriras un univers que tu ne connais pas. Laissez-moi tranquille. C'est bien trop obscur, je n'y verrai rien. Mais tu n'y vois rien en ce moment non plus, déclarent les poissons en riant. Au petit matin, le bateau de fortune échoue sur la berge. Fatigué, désespéré, Oscar déambule sans vraiment savoir pourquoi. C'est alors qu'il aperçoit une drôle de maisonnette. C'est Agathe qui vient à sa rencontre. Que faites-vous ici, cher ami? Oscar a des étoiles dans les yeux. Il tremble de tous côtés et rougit de la tête aux pieds. Je cherche un pays coloré pour y installer ma maison. Puis-je vous aider? Oh oui, avec plaisir, répond Oscar, le cœur battant en retrouvant ses couleurs. Depuis, on raconte que lorsque le ciel est rempli de pluie, sortent les escargots malheureux. Et si un arc-en-ciel se produit, c'est qu'ils tombent amoureux. Ce matin-là, au 34 avenue du Paradis, dans un arbre, un loup plutôt doux avait choisi pour domicile un nid. Dans cette étrange affaire, il était assis là bien droit, raide comme un i. Un corbeau qui passait par là vit le loup là dans le nid et aussitôt en informa tout le voisinage. Prévint les journaux, en parla même à la radio. Des curieux se précipitèrent au pied de l'arbre pour constater par eux-mêmes cette drôle d'anomalie. Avec tout ce raffut, le loup se sentit soudain tout petit. Des singes, des moutons, des pies, des souris,
Bref, en bas, tout le monde parlait de lui. Mais qui est-ce? Un voleur? Un imposteur? Questionna un singe. Ce doit être un artiste, Suggéra la souris. Ah, c'est bien la première fois que je vois un loup de si près, Dit le corbeau. pas vous? Que dit-il? Demandèrent les moutons, un peu sourds. Il dit qu'il y a des tonnes cette année. Il arrive de partout. Souffla un singe. Je n'ai pas bien entendu. Reprit une souris. On est envahi par les loups, ma bonne amie. Cria un mouton. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ils vont tous nous manger! Se mirent à hurler les moutons. Je lui trouve un air étrange, moi. Pas tout à fait d'ici. Dit Lapi. Ah, je dirais moi que c'est un étranger et puis c'est tout. Affirma le corbeau. Vos papiers. Carte d'identité, permis de conduire, empreinte de pied. On s'esclaffe, on s'échauffe, on menace. On en vint même à secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid. C'est alors que Madame Moineau, à qui personne n'avait pensé s'adresser et à qui pourtant appartenait le nid, prit la parole. Quelque chose vous dérange? S'enquit celle-ci. Ne peut-on plus dans ce pays recevoir librement ses amis? Pourquoi pas un loup dans mon nid? Questionna-t-elle. Là-dessus, le loup mit sa tête sous l'aile de Madame Moineau. La foule, surprise de voir Madame Moineau prendre la défense du loup, murmura. Quand même, un loup dans un nid, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que cela signifie? Du jamais vu? Pour vous peut-être, et jusqu'à aujourd'hui, précisa Madame Moineau. À mon avis, il doit rester bien des choses dans ce monde qu'apparemment vous n'avez jamais vu. Voyager, croyez-moi, l'étrange ici ne l'est pas forcément chez autrui. Les pies, les singes et les souris, tout ce petit monde réuni ne trouva du coup plus rien à redire. Tous ceux qui voulaient secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid s'en allèrent chez eux, le museau de travers. Déçus tout de même, car on n'a pas tous les jours un loup à se mettre sous la dent. On rangea les appareils photos et les gros mots. 3 jours plus tard, on avait même oublié qu'il existait un loup là, dans un nid. Aujourd'hui, au 34 avenue du Paradis, il y a toujours cet arbre dans lequel un jour, un loup avait choisi pour domicile un nid. Chaque année, des oiseaux y font leur nid, des petits loups y font leur vie. Et voilà tout. Il y a de cela très longtemps, la nuit n'existait pas. Le ciel était un immense panneau lumineux, tout jaune qui ne s'éteignait jamais.
Les jours de brume, il prenait une teinte jaune des plus pâles, tandis que les jours de pluie, il tirait vers le gris. Parfois, par temps d'orage, il lui arrivait de devenir carrément anthracite. Mais c'était très rare. Et en hiver, la météo neigeuse laissait quelquefois un ciel transi d'un blanc immaculé. Hormis ces deux exceptions climatiques, la vie se déroulait donc sur un fond jaune. Dans ce monde de nuances jaunes, tout existait déjà. Cependant, bien des choses se passaient différemment. Les hiboux portaient d'énormes lunettes rondes qui dissimulaient leurs yeux si sensibles à la lumière, et les chauves-souris ne sortaient jamais de leur grotte. Les lucioles étaient des animaux invisibles et aucun chien ni loup n'hurlait à la lune. La lumière était quasiment tout le temps suffisante pour bien voir, pour dormir. Chacun avait un masque et pouvait donc s'assoupir quand bon lui semblait. La vie, au bout du compte, était des plus monotones. Excédé par cette morne existence, Naïm décida un beau jour que ça devait changer, qu'il fallait faire quelque chose, prendre les choses en main, qu'il fallait prendre la gazelle par les cornes. Il partit donc vers le Sahara, qui était à cette époque un immense espace vide où se dressait la cime du monde, une sorte d'immense tronc moche et tout lisse. Il déploya une interminable échelle au pied de ce mât, énorme et moche donc, et entreprit son ascension. Il avait pratiquement atteint le sommet lorsqu'une poussière, tombée d'on ne sait où, vint se loger dans son œil. Surpris et gêné de cette intrusion, Naïm manqua d'ailleurs de perdre l'équilibre. D'où pouvait bien provenir ce grain jaune ? Bien que le moment n'était pas bien choisi pour se poser ce genre de questions, il se trouvait maintenant approximativement perché à 356 372 km du sol, dans le vide. Il se la posa quand même. Mais il abandonna bien vite cette réflexion pour reprendre son escalade. Enfin arrivé au bout de l'échelle, Naïm déballa tout son matériel et se mit à l'ouvrage. À peine déposé sur le ciel, la couleur disparaissait. Naïm essaya donc avec des couches plus épaisses et des couleurs de plus en plus foncées. Mais rien n'y fit. Le ciel restait toujours jaune. Énervé, Naïm insista avec plus de conviction. Armé d'un pinceau, aux poils drus et rêches de vieux chameaux, il se mit à peindre dans un rythme plus soutenu et avec une ardeur comme décuplée par l'exaspération et le vertige. Cette fois, c'est un véritable nuage qui se dégagea du ciel et qui, entraîné par la pesanteur, vint choir juste sur son visage et l'enveloppa complètement. De rage et de picotement, Naïm se mit à gratter et marteler des poings la surface friable et poussiéreuse. Le ciel se mit littéralement à tomber en morceaux.
petit à petit, une couleur commença à apparaître derrière le jaune. Au fur et à mesure que les grains du ciel tombaient, la couleur grandissait et devenait de plus en plus profonde. Les heures passaient et dans le trou, la tache qui grandissait s'assombrissait de plus en plus. Tous ces petits grains qui continuaient de se détacher du ciel retombaient sur terre. Au pied de l'échelle, une dune énorme s'était créée. Pour rejoindre le sol, Naïm n'eut donc plus qu'à attendre le pied et le poser sur cet amas de poussière jaune. Au bout de quelques heures, ça se calma. Et puis soudain, plus rien. L'averse jaune s'était arrêtée. De tout le jaune du ciel, il ne restait plus rien que quelques formes et grains disséminés dans la nouvelle couleur. Le ciel était tout noir. Une sphère y flottait, côtoyée par de petits points scintillants. Elle dégageait une lumière tout juste suffisante pour voir le bout de son nez et entreapercevoir la pointe de ses chaussures. Naïm, épuisé, rentra donc chez lui lentement, prenant garde à chaque détail de ce chemin dont on pouvait à peine deviner les contours. Le lendemain, une sphère plus grosse avait pris la place de la boue blonde et terne qui avait conduit les pas de Naïm alors qu'il était tout ensommeillé. Cette boule-ci est extrêmement lumineuse et le ciel avait pris une teinte azur chatoyant. Badira, l'épouse de Naïm, qui venait juste de se lever et de descendre à la cuisine, s'apprêtait à ouvrir les volets. Machinalement, elle poussa le gauche, puis le droit. Ce n'est qu'après avoir rejoint les fourneaux pour y allumer le feu qu'elle fit un tour sur elle-même, effrayée. Ce sentiment ne dura cependant qu'une seconde. Immédiatement rattrapée par sa nature, Badira était une femme curieuse, très curieuse. Elle retourna précipitamment vers la fenêtre. Là, elle écarquilla les yeux, les frotta, les cligna, regarda alternativement chacun d'eux, le gauche, le droit. Puis elle courut vers la porte. Quelle fut sa surprise lorsque, sur le pas de la porte, elle aperçut les petits grains jaunes. Il n'y en avait pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'elle décide de suivre leur piste. Arrivée devant l'étendue, à présent jaune et ondulée, du Sahara, elle fut fascinée et évidemment intriguée par cette couleur à présent descendue sur terre. Tout ce jaune, ces milliers de grains devaient bien pouvoir servir à quelque chose, avoir une raison pour être arrivé ici, à portée de main. Entourée par tout ce bleu, semblable au motif de son plus beau service de faïence, elle trouvait cette couleur appétissante. Ça ne pouvait pas n'être que de la poussière, des restes, des débris. Une couleur aussi plaisante, la couleur du miel et des blés. Elle se lança donc dans une expérience culinaire. À son réveil, un plat étrange attendait Naïm à table. Sur la table, habituellement si morne, une espèce de montagne jaune de petits grains fumait dans l'assiette de faïence bleue des jours de fête. Dans le plat profond, aux motifs floraux, qui servait habituellement pour la soupe, des légumes variés au teint orange,
verte, blanche et rouge, nageaient dans un bouillon aux fumées divin. Puis, à gauche sur la table, de la viande d'agneau, cuite à la perfection et remarquablement découpée, était disposée en rosace dans un grand plat en argent. Parsemés par les grands plats colorés et fumants, deux petits ramequins contenaient des pois chiches, des raisins secs cuits dans du miel et la sauce, à la douce couleur jaune orangé où clignaient des milliers d'yeux roux. Pour finir, pratiquement au centre de la table, dans un minuscule bol au motif jaune et bleu, de l'harissa bien rouge promettait bien du piquant. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de cette époque où ni le couscous ni la nuit n'existaient. On a d'ailleurs perdu la formule qui permettait de transformer la poussière de ciel en grains de couscous. À la place, on utilise du blé roulé en grains très fins. Si vous racontez cette histoire, on vous dira que ce n'est qu'une fable pour endormir les enfants. Cependant, si ce n'est pas vrai, d'où viennent alors les traces blanches autour des yeux des chouettes et des hiboux? Et à quoi pourraient servir les excroissances qui constituent la partie visible de nos oreilles, si ce n'est pour porter l'élastique d'un masque de sommeil? Avez-vous vu cette petite fille? Elle a l'air toute seule, perdue. Ne faudrait-il pas prévenir le policier? Mais non, regardez, elle est avec ce gros chien et elle a sa liste de commission. Attendez, ce n'est pas un chien, c'est un loup. C'est le grand méchant loup. Mais non, ne vous affolez pas. Je suis Violette, la fille de Chaperon Rouge, que vous connaissez bien. Et avec moi, c'est Griffu, le grand méchant loup. Enfin, l'ancien grand méchant loup. Car maintenant qu'il est devenu trop vieux pour chasser, il vit avec nous et m'accompagne partout. Viens Griffu, il nous faut du fromage de chèvre. Mais qu'est-ce que tu as, Griffu? Tu as l'air gelé sur place. Non, moi rien. Excuse-moi, je pensais à... Allons voir ce marchand. Bonjour monsieur, vous êtes nouveau sur le marché? Bonjour, oui mademoiselle, je suis monsieur Seguin. Et voici Blanquette, ma chèvre. Goûte-moi son délicieux fromage. C'est bon. Le secret, courir la montagne pour avoir le meilleur des laits, s'empresse d'ajouter Blanquette. Violette fait ses emplettes et rentre à la maison, suivie d'un Griffu curieusement silencieux. Au cours des jours qui suivent, Violette et Chaperon Rouge remarquent que Griffu a changé. Lui d'habitude si joyeux semble distrait, préoccupé. Il a même perdu l'appétit. Alors un soir, la mère et la fille s'assoient près de lui. Griffu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne joues plus? Tu ne manges plus? Tu es malade? Non, tout va bien, merci beaucoup. Tu es sûr? Tu peux pourtant avoir confiance en nous? Tout va bien, je vous assure. D'ailleurs, quand retourne-t-on au marché? Il n'y a plus de fromage de chèvre. J'ai mis le fromage de côté pour Mère Grand. Il est si bon, il faut qu'elle le goûte. Mère Grand habite toujours au milieu de la forêt. C'est bien trop loin du village pour qu'elle aille elle-même faire les commissions. Alors, tous les mercredis après-midi, Violette et Griffu lui apportent des provisions.
Mais aujourd'hui, Griffu traîne tant qu'il n'arrive qu'au soleil couchant. Le spectacle est superbe, mais il est trop tard pour rentrer. Tant pis, ils dormiront chez Mère Grand, toute heureuse de cette veillée improvisée. Cependant, au milieu de la nuit, de gros sanglots réveillent la vieille dame. Qui pleure? Violette? Non, c'est Griffu. Mon vieux Griffu, j'ai bien remarqué que ça n'allait pas. Tu sais, on se connaît depuis bien longtemps, toi et moi. Je te connais même de l'intérieur, puisque tu m'as mangé. Tu peux bien te confier à moi. C'est la montagne, sanglote Griffu. La montagne? Mère Grand le laisse s'épancher. Elle est si belle, si blanche, si douce. La neige? Non, Blanquette, elle est si vaillante. Toute la nuit, elle a lutté contre moi. Moi qui ne la considérais que comme un casse-croûte. Quel monstre j'ai été! Comment pourrais-je me pardonner? Je t'ai bien pardonné, moi, fit remarquer Mère Grand doucement. Griffu saute au cou de Mère Grand. Elle a raison. D'autant plus que, finalement, il ne l'a pas mangée, Blanquette, puisque Monsieur Seguin est intervenu au dernier moment. Monsieur Daudet n'a pas raconté la fin de l'histoire. La bonne humeur de Griffu est revenue. Il chante, danse, chamboule tout et finit même par réveiller Violette. De toute façon, il faut partir tôt pour être à l'heure à l'école. Griffu est si content qu'il vole sur la route, portant Violette mal réveillée. Et le long du chemin, il lui détaille les beautés de Blanquette, depuis ses cornes zébrées jusqu'à son pelage soyeux. Bref, conclut Violette à la porte de l'école, tu es amoureux, mon pauvre Griffu. Mais ne t'en fais pas, nous retournerons au marché, tu la reverras. Enfin, c'est jour de marché. Violette a préparé pour Griffu un bon bain moussant et lui a elle-même brossé le dos. D'habitude, il proteste, mais aujourd'hui, il y met de la bonne volonté. Chaperon Rouge a repassé sa salopette et lui dépose quelques gouttes de parfum derrière les oreilles. Violette le coiffe. Raie au milieu ou sur le côté? Gel ou pas gel? Griffu se ronge les griffes d'anxiété. Et s'il ne plaisait pas à Blanquette? Et si Monsieur Seguin n'était pas là? Et s'il était allé vendre ses fromages sur un autre marché? Ouf, ils sont là. Avec un grand hurlement, Griffu se précipite sur Blanquette. Monsieur Seguin, effrayé, se fâche. « Bas les pattes, sac à puce !» Griffu en reste interdit. Il est vexé, furieux qu'on le croie sale. Surtout aujourd'hui, alors qu'il a fait tant d'efforts. Et bien sûr perturbé par la présence de Blanquette. Tant d'émotions pour un seul loup. Ça fait beaucoup. Tu sais, patron, ce n'est pas un chien ordinaire, c'est le loup, je le reconnais bien, annonce alors Blanquette. Le père Séguin, saisi, passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et manque d'en casser ses lunettes. Mais Griffu, appuyé par Violette, le rassure. Il est plein de remords et veut se faire pardonner. Les deux animaux discutent pendant que Violette et Chaperon Rouge font leurs achats. Blanquette n'a pas l'air fâchée, on l'entend même dire. Tu sais, Griffu, si je me suis sauvée dans la montagne la première fois, c'était bien un peu pour te voir. On m'avait tellement parlé de toi. J'étais curieuse de te rencontrer. Tout semble bien se passer entre les deux amoureux, et les humains les suivent d'un regard attendri, quand tout à coup, Blanquette se fâche et crie à Griffu.
Je ne veux plus jamais te revoir, gros lourd. Griffu, même pas vexé, juste désespéré, rejoint Violette et Chaperon Rouge. Quand je suis avec Blanquette, je ne peux m'empêcher de saliver. J'ai bien essayé de m'essuyer avec mon foulard, mais elle s'en est aperçue. Pourtant, je l'aime, je ne la mangerai pour rien au monde. Tout le monde est perplexe devant ce malentendu. Mère Grand, peut-être, aura un remède. Ouf! La vieille dame a la solution. Tout va s'arranger, mon grand, ne t'en fais pas. Voici mon ordonnance. 1. Manger un fromage de chèvre à chaque repas pour t'habituer à son odeur. 2. Lui écrire un beau poème et là, Violette t'aidera. Sinon, à quoi cela sert-il d'aller à l'école? 3. Emballer le poème dans un bouquet de choux-fleurs et l'envoyer à l'élu de ton cœur. La réponse leur revient quelques jours plus tard, dans une petite boîte sur un lit de paille. Un fromage de chèvre en forme de cœur. Décidément, Violette a su trouver les mots justes. Griffu est heureux, heureux, heureux. Mère Grand décide de venir au marché pour enfin rencontrer cette fameuse chèvre. Voilà Blanquette, là-bas, avec le vieux monsieur. Mais qu'est-ce que tu as, Mère Grand? Tu as l'air gelée sur place. Non, rien, excuse-moi, il me semblait que... Allons voir ce monsieur. Bonjour, monsieur Séguin, je vous présente ma mère Grand. Vous, elle, toi, mon Eugénie. Mon Eugénie? Violette, Griffu et Blanquette considèrent avec surprise ces deux vieilles connaissances qui s'embrassent très émues. Que se passe-t-il donc? Et voici la fin de notre histoire. À bientôt!